Bonjour Pierre Raffard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Club France Initiative. Alors Pierre, vous êtes docteur en géographie de l'Université Paris-Sorbonne. Depuis 2017, vous êtes co-directeur du Food 2.0 Lab Paris. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'ILRI et vos recherches actuelles portent sur la dimension géopolitique de l'alimentation ainsi que sur l'analyse des comportements alimentaires et de leurs évolutions contemporaines. Et vous venez de publier Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie. Dans ce livre, vous partez de la crise du Covid pour rappeler l'importance de l'alimentation. On se souvient de la peur de la pénurie. Rappelons aussi que selon l'ONU, la pandémie a porté le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde à plus de 800 millions, soit une augmentation de plus de 150 millions en un an, qui nous emmène à ce triste constat qu'une personne sur 9 sur la planète souffre de malnutrition ou d'insécurité alimentaire, avec une situation qui a plutôt tendance à s'aggraver. Et puis aussi, dans ce livre, il y a différents détours. Vous nous emmenez sur la gastrodiplomatie. Vous parlez également des enjeux liés à la food tech. Donc, c'est vraiment un grand panorama de toute la question alimentaire et puis aussi de l'utilisation finalement de la gastronomie à des fins diplomatiques. Vous rappelez d'ailleurs que les Français, notamment avec Talleyrand, ont été précurseurs en la matière. Le diable boiteux emmenant une brigade de cuisiniers avec lui au congrès de Vienne. Alors c'est d'autant plus intéressant comme problématique pour nous qui travaillons beaucoup avec les communautés françaises à l'étranger, parce que, vous le savez, il y a beaucoup de Français qui sont partis à l'étranger, qui ont monté un restaurant, qui ont monté une boulangerie, des épiceries fines, ou qui participent directement ou indirectement à l'export des produits alimentaires français à l'international. Alors, sans plus attendre, ma première question, tout d'abord, en quoi l'alimentation et la gastronomie sont-ils des objets géopolitiques ? Alors, avant de répondre, et c'est bien parce que c'est très pédagogique finalement de commencer par la définition qui me semble vraiment essentielle, je voulais vous remercier Vincent pour votre invitation. Je voulais aussi remercier le club pour son invitation et pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de présenter mon livre, mais plus généralement, en fait, de réfléchir aussi à la dimension géopolitique. Et vous l'avez bien dit, diplomatique, stratégique de l'alimentation et de la gastronomie. D'ailleurs, on va faire peut-être un distinguo entre ce qu'on entend par alimentation d'un côté et gastronomie de l'autre. Alors, pour répondre à votre question, je vais adopter ma casquette d'universitaire, malheureusement, et je vais me retrancher derrière la définition qu'on donne un géographe très célèbre qui a été l'un des premiers, justement, à populariser l'approche géopolitique dans les pays francophones, qui est Yves Lacoste, et qui définit la géopolitique tout simplement par l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires. Alors, c'est une définition volontairement très globale qui peut être discutée abondamment, mais qui me semble intéressant dans le cadre de l'alimentation parce que finalement, à travers cette courte définition donc des rivalités entre acteurs politiques sur des territoires, on se rend compte quand on se plonge un petit peu dans l'assiette, sans mauvais jeu de mots, que l'alimentation, la cuisine, la gastronomie sont justement à la fois des symboles des rapports de force politiques qui existent entre différents acteurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, mais aussi, alors pas uniquement un symbole, mais aussi un levier en tant que tel qui peut permettre, alors, pour le meilleur ou pour le pire, de créer ces rapports de force. Alors, vous l'avez dit, mon bouquin s'appelle Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie. Alors, si on considère d'abord la dimension alimentaire, donc cet ensemble de denrées qui sont produites, qui sont distribuées, puis qui sont consommées par les mangeurs, finalement, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que la géopolitique, elle se niche dans tous les interstices de ces trois étapes qu'on a l'habitude de considérer. Elle se niche dans la production. Alors, je ne vais pas faire de grands discours parce que bon, c'est pas le but ici, mais je préfère répondre par des exemples. Un exemple très simple pour bien comprendre cette dimension géopolitique de la production alimentaire, quand on voit par exemple des pays, alors je pense à la Chine, je pense à certains pays du Golfe, qui décident d'acquérir des terres arables dans d'autres pays, ce qu'on appelle le land grabbing en anglais, alors ou de manière peut-être un petit peu subjective, l'accaparement des terres, ça pose énormément de questions géopolitiques de différentes sortes. À l'échelle micro-locale, ça pose des problèmes géopolitiques et des questions et crée des rivalités entre les populations locales et les acteurs qui achètent, les acheteurs de ces terres. Plus généralement, ça pose une autre question politique qui est celle de la désorganisation des systèmes alimentaires
pour ces pays, pour ces régions et pour ces pays. Et à l'échelle plus globale, se pose aussi une question de rivalité de pouvoir entre ces nouveaux acheteurs, donc ces pays producteurs et d'autres pays producteurs qui pourraient être concurrents ou qui le sont déjà. Du côté de la distribution aussi, on se rend compte à quel point la distribution est géopolitique. Un exemple très simple et très récent, vous vous souvenez quand le porte-conteneur a fait une mauvaise manœuvre dans le canal de Suez. Et il y avait justement des produits alimentaires dedans, enfin dans certains des conteneurs qui étaient dedans, et donc qui a participé véritablement à une désorganisation du système alimentaire global, et qui a amené certains acteurs justement à saisir la balle au bond pour justement avancer leur pion. Et donc des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs de la distribution, mais qui se sont engouffrés dans la brèche, si je puis dire. Et enfin, alors même autre exemple de cette géopolitique, là encore locale, de la distribution, on l'a vu par exemple avec le confinement, lorsque avec l'explosion du commerce en ligne, avec l'explosion du recours aux plateformes de commande et de livraison à domicile, type, alors pour en citer certaines, Uber Eats, Deliveroo, etc. Bon, Frishti, il y en a beaucoup, hein. Bon, mais finalement, qui crée aujourd'hui des tensions entre ces nouveaux acteurs émergents à la croissance incroyable et les acteurs plus traditionnels de la distribution, notamment les acteurs de la GMS. Enfin, j'ai pas besoin de donner des noms d'enseignes pour que les auditeurs comprennent bien. Et enfin, dernière étape de ce que j'appelle l'acte alimentaire, la consommation. La consommation aussi, elle est vraiment au cœur d'un faisceau d'intérêts parfois divergents, parfois violents. On le voit, on l'a vu notamment, alors un exemple parmi une kyrielle d'autres, celui de la viande aujourd'hui, qui cristallise à elle seule, qui cristallise à lui seul, si vous voulez, toutes ces dimensions différentes géopolitiques. Beaucoup de personnes ont entendu notamment, par exemple, les attaques parfois violentes faites par certains groupes activistes contre des bouchers. Donc, une sorte vraiment de géopolitique locale, c'est vraiment des rivalités de pouvoir sur des territoires, le territoire étant celui du quartier, de la rue, peut-être même du numéro de rue, mais aussi, on le voit à échelle plus petite, donc plus macro, on le voit notamment la lutte qui se mène aujourd'hui entre les acteurs, par exemple, de l'élevage et de la boucherie, si on prend le cas français, l'interprofession Interbev, et ces nouvelles start-up, enseignes, sociétés qui se montent, qui ont le vent en poupe, qui sont mises en avant, qui ont un discours commercial et marketing particulièrement agressif, et ces acteurs spécialisés sur tout ce qui est viande végétale, voire, alors c'est encore très rélictuel, viande in vitro. Donc, si vous voulez, on le voit bien, comment est-ce que la géopolitique, l'alimentation, l'objet alimentaire intéresse la géopolitique. Et pour ce qui est de la gastronomie, alors c'est un petit peu pareil, mais on voit ces mêmes luttes de pouvoir exister, par exemple, entre des pays lorsqu'ils essayent de promouvoir leur cuisine qu'ils considèrent nationale, ou certains produits d'ailleurs qu'ils considèrent comme nationaux, et par rapport à d'autres cuisines. Donc, si vous voulez, on a véritablement une sorte de bataille, alors parfois simplement à fleur et moucheté, de manière peut-être très polie entre les acteurs, parfois beaucoup plus véhémente, mais on a aussi ces rivalités qui existent de plus en plus autour de l'objet alimentaire et de l'objet gastronomique. Très bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la France. Et on le sait, dans le domaine de l'alimentation, il y a notamment quelques géants de l'agroalimentaire. Alors, comment se positionne la France dans cette géopolitique de l'alimentation ? Alors, je dirais, la première chose, c'est que je ne suis pas une personne décliniste, pas du tout. Contrairement à certains discours qui annoncent la fin de la puissance agricole, alimentaire, gastronomique, culinaire française, moi, j'ai tendance parfois à m'inscrire en faux. Ce qui ne veut pas dire que la France a une position enviable, que tout va bien, Madame la Marquise, et que donc, on peut passer à autre chose sans problème. Alors, la place de la France, déjà, c'est toujours important de le rappeler, c'est que c'est quand même la première puissance agricole européenne. Alors là encore, on est d'accord, quand vous regardez les statistiques disponibles, faites par la FAO, par le ministère de l'Agriculture, c'est vrai qu'on assiste quand même à un déclin assez net, tant dans la production que dans les structures dans l'organisation de la chaîne de valeur. C'est vrai qu'il y a des vrais problèmes et structurels et conjoncturels qui se posent aujourd'hui pour les acteurs agricoles.
Ceci étant dit, la France est quand même toujours un leader dans le monde agricole. Donc, la France a toujours quand même, un rôle, je parle en tout cas dans le cadre européen, de leader sur les exportations de denrées alimentaires. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, si on regarde plutôt l'aspect strictement culinaire et gastronomique, je pense que les spectateurs qui habitent à l'étranger, moi aussi, alors la présentation que vous avez faite de moi était très bien, moi aussi j'ai été à la place peut-être de nos spectateurs, c'est-à-dire que moi aussi j'ai vécu plusieurs années à l'étranger, en Turquie en l'occurrence, et c'est vrai qu'on se rend compte que quoi qu'on dise, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire à l'encontre de la France et du paysage gastronomique français, la France demeure une référence gastronomique de premier plan. Moi, j'étais enseignant dans une université, dans un département d'art culinaire. C'était véritablement un événement quand un chef français originaire de Lyon venait d'une semaine enseigner, à faire une formation à nos étudiants turcs. Donc, là, et on le voit autour de nous, quand je me présentais, dans le cadre professionnel, être français, c'est vrai que c'était synonyme de la baguette, du macaron, etc. Alors, ça peut sembler anecdotique, cette association entre la culture française, ou la référence culturelle française, et l'alimentation. Mais finalement, sur une dimension très stratégique, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réputation à construire pour la France. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui me semble très important. Ensuite, la France, elle continue à être une référence. On l'a vu récemment au Bocuse d'Or avec la victoire de David Tissot, par exemple. On le voit aussi notamment à travers tous les programmes de formation et à travers les écoles françaises en hôtellerie-restauration qui continuent, quoi qu'on en dise là encore, à occuper une place vraiment de leader. Alors, je pense au Cordon Bleu, bien sûr, je pense à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, je pense à d'autres formations, etc. Enfin, on pourrait multiplier les formations. Mais donc, la France continue quand même, dans le monde gastronomique, dans le monde alimentaire, culinaire et gastronomique, à être une référence. Ceci étant dit, jusqu'à quand? La question que je me pose, c'est jusqu'à quand? On a un patrimoine, on a un héritage dont on n'a pas du tout à rougir. Après, à savoir comment actualiser, comment moderniser cet héritage, comment s'appuyer dessus pour élaborer peut-être des stratégies plus réfléchies, plus organisées autour de la cuisine et de la référence gastronomique française. Alors, justement, parlons-en. L'un des grands événements à l'étranger organisés par nos postes diplomatiques, c'est Goût de France. On a parlé tout à l'heure très brièvement de Talleyrand, qui aurait été l'un des précurseurs dans l'utilisation justement de la gastronomie pour renforcer l'influence de la France. Ce que vous dites un peu dans votre livre, c'est que la France exerce une sorte de leadership élitiste en la matière. Et la question quand même à la lecture d'un certain nombre d'exemples, quand on pense à la Thaïlande, quand on pense aussi, vous avez évoqué la Turquie, est-ce qu'on risque pas à un moment d'être débordé par ces nouveaux acteurs, y compris dans un domaine qui est un petit peu au cœur finalement de notre influence? Alors c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse claire, nette et précise, et ni monolithique, mais c'est vrai que sur la dimension gastro-diplomatique, la France, à mon avis, a encore du travail à faire. Pourquoi je dis ça? Alors déjà, revenons au terme. Là encore, vous parliez même en introduction de gastrodiplomatie. C'est un terme qui est devenu assez prégnant dans le débat public ou même dans les débats entre spécialistes. Alors là encore, accordons-nous bien sur ce qu'on entend par gastrodiplomatie. C'est-à-dire que la gastrodiplomatie, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est que finalement, elle a deux définitions qui ne s'excluent pas les unes par rapport aux autres, mais qui ne renvoient pas exactement à la même chose. C'est que d'un côté, on a une définition alors j'aurais tendance à dire très européenne des choses, c'est-à-dire qui insisterait plus sur la place de la table, la place des boissons dans le protocole diplomatique. C'est un petit peu ce que vous avez évoqué avec l'exemple de Talleyrand et qui d'ailleurs a fait des petits au cours de l'histoire. Donc ça, c'est comment est-ce que la cuisine, la gastronomie, etc. participent à la vie diplomatique. De l'autre côté, et ça dans ce cas-là, alors là la France elle est vraiment, elle a vraiment une position de leadership. Il est que de voir par exemple à chaque fois, quand il y a des dîners d'État, les chaînes de télévision qui consacrent des reportages à l'organisation d'un dîner d'État. Alors, quand je dis des chaînes de télévision françaises nationales bien entendu, mais aussi étrangères, pour avoir
dans ma jeunesse, travaillé justement en tant qu'extra dans ces dîners d'État, c'est vrai qu'on avait parfois l'occasion de voir des journalistes. Alors, je me souviens qu'il y avait une chaîne de télévision japonaise qui était venue suivre le chef Guillaume Gomez quand il était encore chef des cuisines de l'Élysée, justement pour voir un petit peu. C'était quelque chose qui, même vu de l'étranger, est quelque chose d'assez fascinant, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. Et là, la France, elle a vraiment pas du tout à rougir par rapport à un quelconque autre pays. Si par contre, on envisage le terme de gastrodiplomatie dans un sens plus anglo-saxon, un petit peu comme ce qu'a fait le chercheur Paul Rockower, donc un chercheur américain, qui finalement parle de gastrodiplomatie pour parler de la manière dont la cuisine, les références gastronomiques s'intègrent à des stratégies qu'on aurait tendance, alors bon, là on est dans le cadre du club, donc francophone, mais je suis obligé de prendre un terme un petit peu anglo-saxon, hein, donc dans des stratégies de place branding. Alors là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que la position française me semble plus difficile à tenir. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on parle de la France, quand on parle de la cuisine française, viennent à l'esprit à chaque fois, alors le guide Michelin, les grands chefs, les grands restaurants, les étoiles, etc. Donc une idée quand même très élitaire, très luxueuse de la cuisine. Ce qui était très pertinent peut-être à une époque donnée, qu'il est aujourd'hui, alors que les pratiques de consommation évoluent, alors que les attentes des consommateurs aussi évoluent, alors que le profil de ces consommateurs évolue, la question qui me taraude, c'est plutôt est-ce que ce modèle peut-être très daté, alors j'oserais pas dire obsolète, mais français, est-ce que finalement il répond aux nouvelles attentes, aux attentes de ces nouveaux consommateurs? Et dans ce cas, j'en suis un petit peu moins sûr. Alors, je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire que on considère le modèle du restaurant qui est vraiment un patrimoine français. Quand vous allez à l'étranger, le modèle du restaurant, c'est un apport, mais finalement, dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de régions du monde, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud même, finalement, ce modèle du restaurant, est-ce que c'est la meilleure chose pour promouvoir une référence culturelle et culinaire française? Je n'en suis pas sûr. Quand je vois le succès de certaines séries, notamment par exemple sur les plateformes comme Netflix, la série qui s'appelle Street Food, qui a récolté des dizaines de millions de vues à travers la planète et qui justement pour les pays qui étaient filmés a été vraiment une caisse de résonance incroyable. Je me dis, est-ce que la France n'aurait pas quelque chose à faire là-dessus? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de sortir un petit peu de cet aspect très restaurant, très grand chef, très toc, si vous voulez, pour justement se couler dans ces nouveaux modèles, essayer de comment je pourrais dire, de s'intégrer dans ces nouveaux modèles de communication et pour justement communiquer et dialoguer avec ces nouveaux consommateurs. D'accord. Effectivement, ça, c'est très intéressant et on pense tous à street food. Je pensais à ça quand je vous ai posé la question. Autre domaine, alors là, on est un petit peu, j'allais dire presque dans le futur. Et là, à la lecture, encore une fois, de votre ouvrage, le sentiment que ça donne, c'est qu'on est un petit peu en retard sur la question de la food tech. Et on a vraiment l'impression que c'est un monde qui est finalement très dominé par les Américains. Ou en tout cas par les Américains du Nord. Et donc la question, c'est quelles conséquences finalement pour un pays comme la France d'avoir déjà un peu de retard? Alors, ma question, en fait, pour vous répondre, je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est grave de ne pas être leader sur la food tech? Je m'explique. C'est-à-dire que quand on lit la presse spécialisée sur la food tech, alors qu'elle soit française, mais surtout anglo-saxonne, finalement, on a l'impression que nos assiettes vont changer du tout au tout, que les 10 15, 20 années à venir vont totalement rebattre les cartes de nos pratiques et de nos comportements de consommation. Ça, je suis très mauvais pour faire des prédictions, donc je me garderais bien de dire que finalement, tout ce qu'on connaissait et tout ce qui a mis des millénaires à se créer va, d'un simple coup de plume en quelques années, disparaître. Donc, la food tech, pour celles et ceux peut-être de nos spectateurs qui ne sauraient pas particulièrement ce que c'est que la food tech, c'est toutes ces innovations dans le secteur alimentaire qui s'appuient sur les progrès qu'ont connus certains secteurs économiques ou de recherche ces 10, 15, 20 dernières années, et notamment dans les secteurs de la biologie et de l'informatique. Alors, la food tech, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on est déjà entouré par la food tech. Quand vous commandez sur votre smartphone un plat à une plateforme de livraison en ligne,
vous êtes déjà sur la foodtech. Quand vous souscrivez, par exemple, un programme à une enseigne de régime adapté à votre microbiote ou à des choses comme ça, vous êtes déjà dans de la foodtech. Quand, pour celles et ceux qui, par exemple, ont déjà consommé des substituts, ce qu'on appelle les substituts carnés, donc en gros, je vais dire rapidement, le steak végétal, si vous voulez, on est déjà sur de la foodtech. Donc la foodtech, elle est déjà ici. Mais vous avez raison, mais la foodtech, en même temps, c'est quelque chose, elle a une approche très culturelle. Je m'explique. C'est-à-dire que cette foodtech se développe surtout en Amérique du Nord. C'est-à-dire que là, vraiment, en ce moment, le cœur battant, on a l'Amérique du Nord d'un côté, on a l'Asie de l'autre, l'Europe entre les deux, et on a une sorte d'exception dans la région, c'est Israël, qui est vraiment en tête aussi, qui a un nombre de startups gigantesques dans le secteur de la foodtech, mais ce qui s'explique très bien, qui s'explique aussi par le fait qu'Israël était déjà en pôle dans ce qu'on appelait l'AGTech, donc tout ce qui était les innovations autour de l'agriculture. Donc, on a, si vous voulez, cette géographie explosée en quatre centralités. Bon. Mais ce qui me semble intéressant à noter dans la foodtech, c'est pas simplement de faire une liste des innovations, parce que ça, tout le monde peut le faire, et notamment parce que les innovations, même si on a l'impression qu'on a un flot d'innovations qui débarquent sur le marché, alors là, je vous le disais, je suis pas bon en prédiction, mais vous pouvez être certain que 80% d'entre elles ne va pas avoir d'existence pérenne. C'est-à-dire que dans le secteur de la foodtech, vous avez beaucoup de startups qui se montent, beaucoup de startups qui ferment, d'autres qui prennent leur place. Donc, c'est vraiment un écosystème qui évolue en permanence. Mais c'est surtout que c'est un écosystème qui s'appuie sur une... alors, idéologie, c'est toujours négatif. Mais disons quand même idéologie sans avoir un plan du tout critique. C'est-à-dire qu'on est sur une idéologie qu'on appelle solutionniste. On considère que manger, c'est un problème et que donc, il faut trouver des outils, des instruments, des leviers pour résoudre les problèmes que se posent. Alors, les problèmes qu'elles sont ça va être des problèmes sanitaires, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Ça va être un problème environnemental, c'est un petit peu ce qu'on entend autour de l'élevage, où l'élevage serait mauvais pour la planète, etc., etc., etc. Et donc, finalement, la foodtech ambitionne de proposer des solutions pratiques à des problèmes qui sont à ce qui pourrait être considéré comme des problèmes. Si je prends l'exemple français, je ne pense pas que manger culturellement soit un problème. Au contraire, c'est plutôt un plaisir. C'est-à-dire que la foodtech ne s'implante pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des entreprises de foodtech françaises qui ne marchent pas. Je pense à Yuka, par exemple, que beaucoup d'entre nous utilisent. Vous savez, l'application pour scanner vos produits au supermarché ou dans votre épicerie et savoir leur Nutri-Score. Je pense à une entreprise comme Insect, qui est spécialisée dans la production de protéines à base d'insectes. Je pense à Meet My Mama, qui est un traiteur à domicile, etc. Donc, on a quand même des exemples qui marchent de la foodtech. Après, mais je pense que culturellement, on n'a pas la culture de l'innovation comme peuvent l'avoir l'Amérique du Nord, par exemple. Deuxième chose, je pense aussi que peut-être que l'écosystème financier, économique et innovant en France donne peut-être moins la possibilité à l'heure actuelle aux entrepreneurs de monter leurs projets. On le voit notamment sur les montants des levées de fonds, par exemple, que font les startups, auprès soit d'acteurs publics type BPI, par exemple, soit d'acteurs privés type fonds d'investissement. C'est-à-dire que là où une startup américaine comme Mosamit, par exemple, spécialisée sur la viande in vitro, arrive à lever 200, 300 millions de dollars, une startup française sera déjà très contente de réussir à lever 5 millions d'euros. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes. Alors, certes, on a toujours des ans. Je parlais d'Insect qui a réussi à lever en 2010, qui a fait en 2019 une levée de fonds à, je crois, plus de 100 millions d'euros. Donc, on a quand même des succès qui se posent, qui existent. Mais je pense que l'écosystème qui entoure la foodtech n'est peut-être pas encore assez mûr. Et effectivement, alors c'est très intéressant ce que vous nous dites et en vous écoutant parler, je pensais aussi que d'une certaine manière, il y a aussi, notamment sans doute en France, mais un contre-modèle qui est en train de se développer avec des gens qui, au contraire, mettent en avant la bonne chair et finalement la qualité des produits, les produits de terroir, etc. Donc ça aussi, c'est sans doute quelque chose qui peut se développer. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que
c'est sans doute quelque chose qui finalement reste très français, ou en tout cas qui se développe juste dans un certain nombre de pays où on a une vraie culture gastronomique. C'est ça, et comment dire, c'est même moi qui lis par exemple beaucoup de textes universitaires, académiques anglo-saxons. C'est vrai que c'est assez fascinant à remarquer que, comment dire, très souvent les Américains notamment, quand ils écrivent autour de l'alimentation, ils ont peur, ils ont viscéralement peur. Tout manger est un problème. Alors que si vous êtes en France, si vous êtes, alors la France est peut-être, comment dire, une tête de pont, mais je pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Turquie, même que je connais bien, à la Grèce aussi que je connais très bien. Finalement, vous n'êtes pas l'alimentation n'est pas un problème. Au contraire, c'est d'une part, comment dire, un plaisir, mais c'est aussi un fait social. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, comment dire, manger n'est pas égal à se nourrir. Manger est égal à plaisir, est égal à fait social. Ok. Alors, dernière question. Finalement, après tout ce qu'on vient de dire, quelles propositions pourriez-vous faire pour renforcer l'influence de la France dans le domaine de l'alimentation et de la gastronomie? Et puis aussi, comment on fait pour inclure justement ces communautés françaises dans ce procédé, qui sont déjà très présents à l'international, en particulier, comme on l'a dit, que ce soit dans la restauration ou encore dans l'export des produits alimentaires. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro là encore. On a beaucoup de nos compatriotes qui, même finalement, s'ils ne le savent pas ou qui ils peuvent pas mettre un mot ou un terme clairement dessus, pratique une sorte de soft power culinaire français. Quand je vois certaines enseignes de boulangerie, notamment, qui se développent particulièrement bien en Amérique du Nord, des enseignes françaises, tenues par des Français, qui valorisent la viennoiserie française, la pâtisserie française. Là encore, oui, on ne part pas de rien. Il y a vraiment un terreau sur lequel on peut construire. Je pense, et j'ai déjà commencé un petit peu finalement à répondre à votre question, je pense que la première chose déjà, c'est de faire, une sorte d'inventaire des évolutions actuelles. C'est-à-dire que manger n'est pas manger aujourd'hui en 2021 n'est pas synonyme de manger en 1950, ni en 1980, ni même en l'an 2000. C'est-à-dire qu'on a eu une évolution des pratiques. La globalisation alimentaire est un fait, les produits se diffusent, les techniques se diffusent, les saveurs se diffusent. Donc finalement, le paysage alimentaire aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Donc ça, c'est une première chose, c'est de savoir justement comment se transforment les comportements alimentaires et une fois cette première étape réalisée, comment justement la France peut développer une position stratégique et des politiques effectives. Et là, justement, je passe au deuxième plan, c'est-à-dire que je pense que la France a tout intérêt à développer des outils opérationnels. Des outils opérationnels à destination de celles et ceux qui voudraient justement, clairement, ou qui n'en ont pas véritablement eu conscience, développer une sorte de soft power culinaire. Je m'explique, vous parliez précédemment dans une de vos questions de l'exemple thaïlandais. Moi, l'exemple thaïlandais me semble vraiment fascinant parce que la Thaïlande, qui est finalement sur l'échelle internationale, un pays, alors, et je dis ça de manière tout à fait objective, secondaire dans le jeu géopolitique entre grandes puissances, mais justement, prenant conscience de cette position plus ou moins marginale, a décidé justement de développer des stratégies très innovantes et de mettre le paquet sur la gastrodiplomatie. Alors, quelle forme ça a pris? Ça a pris, par exemple, le fait de rédiger, de mettre en place des dossiers à destination des entrepreneurs et des restaurateurs thaïlandais qui voudraient ouvrir des restaurants typiquement, je mets des guillemets entre l'adverbe, typiquement thaïlandais à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'en France, pourquoi est-ce que moi, par exemple, si je voulais ouvrir un restaurant français à l'étranger et que je ne suis pas du métier, comment je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc finalement, je pense que la France, alors qui peut-être des écoles de formation, peut-être le ministère de l'EMAE, peut-être des chambres de commerce, peut-être que sais-je encore, finalement de donner des clés, des outils, une boîte à outils finalement qui permettent à des entrepreneurs ou à des entrepreneuses de construire un business autour de l'alimentation française. Ensuite, ça pourrait être aussi, pourquoi pas,
d'ouvrir encore plus les formations, c'est-à-dire faire venir des étrangers voulant se former à la cuisine française, donc des formations qui soient à des prix modiques, parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, les formations qui existent actuellement sur le marché sont quand même très onéreuses, qui se comptent en plusieurs milliers, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, quand vous venez de certains pays où le pouvoir d'achat n'est pas aussi important, c'est peut-être difficile, c'est difficile d'y accéder. Donc, pourquoi pas développer des formations de cuisine française justement à destination des étrangers, avec pourquoi pas une formation qui dure 3 mois, 6 mois, 1 an, que sais-je encore. Donc, je pense que vraiment, et ensuite, pour structurer une véritable stratégie autour d'un soft power alimentaire. J'ai parfois l'impression qu'il y a des initiatives un petit peu éclatées à droite à gauche, mais que rien ne les fédère vraiment. Vous parliez de l'opération Good France ou Good France, si vous voulez le faire dans la version anglaise, anglophone. C'est bien, c'est très bien, mais là, on est vraiment dans une idée de gastrodiplomatie, plutôt diplomatie, vous voyez. Donc là encore, très élitaire. Donc pourquoi, par exemple, ne pas organiser des semaines du goût, mais vraiment à destination du grand public? Pourquoi ne pas valoriser la cuisine française à travers des documentaires à destination du grand public? Pourquoi ne pas permettre le développement de modèles de restauration plus rapides, qui demandent peut-être moins de talent, entre guillemets, qu'une formation longue dans des étoilés, etc. Donc, je pense que la deuxième chose vraiment très, très, très importante, c'est justement de donner des outils opérationnels, d'une part pour ceux qui aident, ceux qui veulent s'impliquer dans le secteur, et aussi d'avoir une sorte, de stratégie à moyen et long terme qui soit portée soit par les acteurs publics eux-mêmes, soit par des acteurs semi-publics. Donc voilà, je pense que c'est ces orientations vraiment sur lesquelles il serait pertinent de réfléchir. Merci beaucoup, Pierre. Je recommande vraiment votre ouvrage parce que c'est tout à fait passionnant. Et puis, bon, on est tous, beaucoup d'entre nous sont français. Et c'est vrai que la gastronomie, ça occupe une place importante, ne serait-ce qu'au quotidien. Et c'est, je crois, très important pour la France, effectivement, et pour nous qui vivons à l'étranger, d'être conscients de tous ces enjeux et de participer d'une manière ou d'une autre à renforcer un peu l'influence de la France, en particulier dans ce domaine-là, qui, à mon avis, effectivement, me paraît tout à fait crucial pour l'avenir de l'influence française à l'international. Je disais récemment à un ami, un ami turc me disait, pour moi, la France, c'est simple, c'est le luxe, les monuments et la gastronomie. Donc, vous voyez, bon, là encore, ça paraît anecdotique, mais je pense que c'est vraiment, c'est pas si anecdotique que ça si on veut vraiment faire une stratégie autour de la cuisine et de la gastronomie française. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Vincent.